en Chine, en France, pour faire des œuvres de céramique qui sont particulières à l'endroit de leur conception, qui sont plutôt des installations. So I'm going to start the presentation by talking a bit about the process of making the work that I produced here in France for the exhibition Cosmopolis, which is exhibiting at the Centre Pompidou at the moment, which will finish on the 23rd of December. I arrived here in July and started from scratch, no materials, no friends. Found some connections through some connections from Sydney. And I wanted to explore trees and the ecology of the River Seine and its tributaries. The processes that I work with is to collect this material, which I then burn to create wood ash glazes, which I furnish the corresponding ceramic casts of the original wood. Je suis arrivée en France sans rien pour faire ce travail. Je voulais travailler sur la Seine et ses tributaires. Et donc, pour faire ça, j'ai pris du bois de cette rivière et je l'ai brûlé pour faire des cendres, et j'ai aussi moulé le bois lui-même. So the first image that you see up here is the River Seine. It's when I arrived, I met an ecologist who took me on a little tour, and we started at the source. Well, it's not the source. It's this one. The source of the Seine was dry at the time, so we went to Douy, which is the first tributary on the River Seine. This was, for me, just to get an idea of everything that was the river system from the east into Paris. And if I had the time, I was going to continue west. But as you'll see with the progression of the work, most of the woods that I collected is from the River Seine and the River Marne. Donc la source de la Seine était sèche à ma venue, donc celle-là c'est la Douy, qui est une tributaire, c'est ça un affluent. Un affluent, pardon. Et donc j'ai travaillé en partant de l'Est, et j'ai travaillé avec un écologiste qui m'a montré un peu les lieux. So some of the places that I collected wood from is the Montreux-Fault-Yonne. It's where the Yonne and the Seine converge. It's this. Sorry. This picture here. There was a row of willow trees just here, and when I made many phone calls to the councils all around Paris that worked on the river, asking for any wood that had been chopped from the berge, from the banks. And one of the responses was this 60-metre long pile of mixed trees, but from this I collected willow. J'ai demandé à la mairie s'il y avait eu des semences qui avaient été coupées. Et donc, particulièrement, j'étais intéressée par des saules que j'ai pu retrouver ici avec d'autres bois aussi. The willows were growing on the edge of the river, and the reason they were cut down was because the barges need to pull up at the écluse and wait, and the branches were interfering with this movement of transportation of goods and people up the river system. Les saules avaient été coupés car ils interféraient avec les systèmes de canaux et des grands bateaux qui attendaient. Donc c'est pour ça qu'ils ont été coupés.
There was another location I collected from Saint-Denis. Actually, it was the Saint-Denis arrondissement, but it was here. These trees here that had been hanging over a cafe, and they needed to be cut because they were going to interfere with people. À Saint-Denis, j'ai pu avoir du bois aussi d'arbres qui poussaient au-dessus d'un café. Donc ici, interagissait avec ceux qui voulaient boire leur café. And the final location here is a camping island on the River Marne. And I contacted, through the ecologist that I met when I arrived, we got in contact with Au, who is an organisation that run river education tours, and they clean the river of any bois flotti. It's just to make sure that there's no damage to the boats in the marina and those sorts of things. Donc le dernier site où j'ai recueilli du bois était un îlot de camping sur la Marne, et donc une association au fil de l'eau qui ramassait des bois flottants pour qu'ils ne naviguent pas les bateaux autour. And that's a willow as well, a willow stump. C'est aussi un saule. So another part of doing a project overseas is needing to find collaborations on the ground for the production of the work as well. And I was lucky enough to find some really generous people in Mo who let me use their studio. And the girl in the middle, well, her head's cut off, she just put her hand up to assist me in the whole production, calling the Marie and emailing and translation, mussels to carry wood, everything. Donc cette fille au milieu a très gentiment prêté son atelier, m'a beaucoup assisté, a appelé la mairie et a mis toutes ses forces dans la réalisation de l'œuvre. These are some of the molds that I made of the branches that I collected. So with a lot of material, it's quite difficult, to find spaces. So I'm quite lucky to have this group. Voici les moules que j'ai fait des bois. And then this is Norman Factory here. Thank you, Mr. Berry. And on the other side is Duperrey School. So I fired the work in both locations. Donc vous avez la manufacture normand à droite et à gauche. Duperrey, l'école Duperrey. Où j'ai cuit. J'ai cuit dans les deux lieux. And all of it resulted in this, which is an installation of 44 pieces. There's 22 different shaped branches that I made molds of, and then you can see, did a double and then flipped it so that it's as if you're looking at the reflection of the trees on water. Donc voici l'œuvre finale. Donc nous avons les résultats des moules, il y en a 44 je suppose. 44 en tous. Et donc vous voyez que j'ai multiplié les bois pour qu'on ait l'image de la réflexion dans l'eau. So in total it's a 10-metre long wall, so it's about 7 metres across for the work. Ça fait 7 mètres de largeur. And there's the four different types of wood ash glaze in the piece. This one is all of the willow from the banks of the River Seine. Donc il y a 4 types d'émaux au centre. Ici nous avons ceux au sol
de la scène. This is the sol de la main. Bois flotti, la Seine. And Saint-Denis, which is a mix of different various woods. Et celle de Saint-Denis qui est un mélange de bois différents. So I'm going to move a bit back in time now to show you some previous works that can give context to why I've made this as well. This work is a continuation of maybe 7 years of research into wood ash glaze as evidence of a site. So we'll first start off in, I might refer to my notes now, just because we'll be going through a few different projects. Maintenant, on va retourner dans le passé à travers cette année d'études de Zémo à base de cendre, comme étant des signes qui parlent de leur lieu d'origine. All right, let's get ready. So, in order for trees to have life, they must absorb essential nutrients. Oxygen, carbon, and hydrogen are taken from the air in a process of respiration. This process, coupled with the process of osmosis, the movement of water through a cell membrane, is how the tree derives other nutrients and some soluble minerals and through the soil. They can also use a process of active transport for very poorly soluble minerals, where the root hairs of the cell, they push minerals across the membrane in a pumping action. So this takes energy, and the tree gets its energy to do this through the sugars that it gains in respiration. All of that richness, it enters the root steel, which you can imagine to be the heart of the root. And this passes into the xylem, you imagine this to be the veins of the tree, which disperse these nutrients and minerals up the tree and into the branches. Pour que les arbres puissent vivre, ils doivent absorber des nutriments essentiels. L'oxygène, le carbone, l'hydrogène sont pris de l'air dans un processus de respiration. Ce processus, avec aussi celle de l'osmose, ce qui est le mouvement de l'eau à travers les cellules, et la manière dont l'arbre va obtenir ces nutriments et des minéraux solubles à travers le sol par le moyen de ses racines. Ils peuvent aussi utiliser un procédé de transport actif pour des minéraux qui sont moins solubles, et ce sont les cheveux des racines qui vont pousser les ions des minéraux à travers la membrane dans une sorte de pompage, une sorte d'action de pompage, ce qui requiert beaucoup d'énergie. Et l'arbre, du coup, prend cette énergie avec les sucres qu'il a pu obtenir grâce à sa respiration. Toute cette richesse rentre dans le stèle de la racine, je ne sais pas le mot, le cœur de la racine, et passe dans le xylème. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le mot. Les veines de l'arbre qui propagent les nutriments et les minéraux en allant vers le haut dans ses branches et dans ses feuilles. This is going to work. There are some videos and things to have a break from all of this technicality. So there is a direct relationship between the chemical composition of the tree and that of which the soil that it grows. It's a sort of a circular economy that sustains life in the same way that a human body operates and metabolizes food, or takes in elements through the touch of skin, through osmosis,
pardon me. Through osmosis and active transport, a tree can take in different nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, sulfur. It can take in trace elements and metals like boron, manganese, iron, zinc, copper, nickel, cobalt, lead, cadmium, all these things which you're familiar with in ceramics. So these are usually found in very small amounts unless potentially there are some external factors in the environment that might have changed the balance of these type of elements. And this is what my work looks into. Is there any anthropogenic reasons why there's an imbalance in the soil? Donc il y a une relation très directe entre la composition chimique d'un arbre et celle du sol dans lequel il a grandi. Une sorte d'économie circulaire qui maintient la vie à la manière du corps et comment il métabolise la nourriture, comment il prend les éléments à travers la peau. Par l'osmose et le transport actif, l'arbre peut prendre les macronutriments tels que le nitrogène, le phosphore, le potassium, le calcium, le soufre, le magnésium, ces choses-là sont en général trouvées dans de petites quantités. Par contre, on pourrait en trouver plus s'il y avait des facteurs environnementaux. Donc, je suis très intéressée à ces facteurs environnementaux qui vont changer ces compositions. So when you burn wood and you burn a lot of the carbon away, you're left with ash, and in the ash remains inorganic elements, which is this essential nature of the plant. Quand nous brûlons le bois, ce qui nous reste, c'est la cendre, et donc c'est un peu la nature essentielle de cette plante. So it's through that process that I create what is site-derived ceramic installations and the glazes to try to explore chemical information of the site and the tree. I collect the plants from a particular area of interest to sort of furnish glaze as evidence of history, ecology, geology, culture, and sometimes I collect the clay body from a particular site as well as a part of the project. Avec ce procédé, je crée des installations céramiques qui sont vraiment issues de leur lieu d'origine, et je produis du coup des émaux qui explorent l'information chimique de ce lieu. Je collecte le matériel, les plantes d'un lieu d'intérêt en essayant de trouver un émail qui va avoir une trace des histoires, des écologies, de la géologie et même de la culture de ce lieu. Et des fois, je vais prendre des pâtes argileuses du site aussi. So this is red clay from Sichuan province in China, which I collected from a quarry in Sichuan. This was for a residency I did for Cosmopolis 1.5, so the previous iteration of this platform, which was hosted in Chengdu last year. And I also sometimes I use the clay that I find or collect, or from wild clay, if I do manage to come across some wild clay. I use that as the material for public participation. So I ask the people that I'm around to also participate in the production of some parts of the sculpture. So
this is, when I was in China, I was working in a factory because the kilns they had were the only ones I could find big enough in Sichuan, and it was a 90-meter long rotary kiln that fired toilets. Donc l'argile qu'on a vue juste avant, c'était une argile rouge du Sichuan. Et donc j'aime bien faire participer le public autour de moi pour faire des œuvres. Et comme ça, je peux réellement user de la relation entre le matériau, l'histoire, la société et faire dialoguer avec les gens de la communauté. Et donc voilà, j'ai nous avons là à gauche un homme qui travaillait à une usine du coup à Sichuan et Oh, it was 90-meter long rotary kiln. 90? Yeah. Alors on a cuit dans un four de 90 mètres. So this kind of collaboration with community is a central part of the physical production of the work through the collection of materials, firing, studio space, a place to build the work, and most importantly, an exchange of knowledge between people and myself. Cette interaction avec les gens des lieux en question est très importante pour moi. C'est une manière de trouver des histoires, de vraiment de faire une sorte de collaboration. Bien, et aussi une aide matérielle. So we're going to 2013 for this work, which is in this. I went to the centre of Australia, a place called Hermannsburg. Well, Ndaria is the indigenous word name for the town, but Hermannsburg is the mission that was formed by European settlers. And we have a group of, I don't know if you know them, they're called the Hermannsburg potters. They're an indigenous group of potters that they're quite well known in Australia. I went there to help them build a scale replica, a small replica of their church, mission church. Donc là, nous sommes en 2013, au centre de l'Australie, qui s'appelle Daria en anglais, mais qui est son nom indigène et Ndaria. Ah, pardon. Ndaria. Yeah, and Hermannsburg. Ah oui, Hermannsburg, c'est le nom des missionnaires, des colonisateurs anciens, enfin, il y a débutants. Excusez-moi pour la traduction. Et du coup, à cet endroit-là, en Australie, peut-être que vous la connaissez aussi, il y a un groupe de potiers assez connu, donc je suis venue faire avec eux un modèle d'une église qui est référence. Oh, so the screen's a bit cut off here. C'est coupé en duo. As a result of the time that I spent there, I went there to work on a completely different project with the ladies there. I was living in a house that was surrounded by a fence line full of branches, and this was the first time that I did a wood ash glaze actually. And I asked with permission from the ladies, could I gather ash from the fire pits behind the church? And then I collected the branches from the fence and cast them, which I then took back to Sydney to exhibit the fence line, a replica of the fence line in my gallery in Sydney.
Donc, pendant que j'étais là-bas, j'ai aussi travaillé avec les femmes de la communauté. J'ai demandé leur permission de brûler des branches qui faisaient le tour de leur propriété dans comme une haie. Et donc voilà. You can see it was the first time because I wasn't wearing gloves. I'm sorry. Et c'est la première fois que j'ai fait un émail à base de cendre. So this was the resulting piece, which it's 12 meters of fencing through the middle of the gallery, which is clad with the branches. And it was the branches protruding from the fence wire, which was a possible means of fortification for the house that I was living in. I'm not sure of the history of there. So I was bringing something kind of unknown history out of the place as well, and presenting it as just formally to the audience, sort of to enact some kind of historical narrative that could have existed in the site. But then also taking the ash from the place was mixing that with the elemental history of the place as well. Yeah, it's not written there. Donc, en fait, cette installation proposait une sorte d'histoire spéculative, parce que j'étais pas trop sûre de l'intérêt de cette barrière. Et donc c'est à la fois une sorte de narration inventée, aussi une narration chimique et élémentaire de cette. So from here we go to another state of Australia, which is called Victoria, and this town is Shepparton in Victoria. Donc ici nous sommes dans le Victoria à Shepparton. So Shepparton is in the Goulburn Valley, which is a massive fruit growing area, and we call it the fruit bowl of Australia. There was once, a long time ago, before European settlement, a floodplain. The town was a floodplain, bordered on two sides by one river called the Goulburn River. The river was dammed, and then they constructed channels across the floodplain to build orchards. So they could, with this kind of control of the water system in this particular area, they were able to create an industrial scale of agriculture inside. Donc avant que cet endroit de l'Australie soit plutôt des vergers d'une taille énorme, on appelle cette partie de l'Australie le bol à fruits de l'Australie. Ils ont du coup mis un barrage. Ils ont fait un barrage et ils ont contrôlé l'apport d'eau afin de rendre cet endroit propre à l'agriculture industrielle. So it was in 2017, I went to Shepparton, and over a period of maybe a year of research and production, I produced a work which is called Open Vase, Central Leader, Widowmaker. And it's an installation of over 150 slip-cast tree branches. These were collected from 2 orchards and from the riverbanks. So there's, at the back, the yellow ones are from an apple orchard, sorry. On the brown ones on the left are a river red gum, which is a type of eucalyptus. And on the ground in front, on the top, is the pear branches. Donc vous voyez là les pommiers, les pommiers. Il y a trois sortes d'arbres avec les eucalyptus à gauche, j'ai compris. Tu peux continuer peut-être Si vous voulez. Non. Alors pas
Pas du tout. Non, non. Je ne pourrais vraiment pas faire mieux. Do you want some orange juice? No, it's okay. Alors cette installation qui contient deux espèces de fruitiers, fruitiers, la pomme, la poire, et une indigène de l'Australie, un type d'eucalyptus qui s'appelle River Red Gum. Ensemble, ces trois espèces d'arbres, de branches d'arbres, montrent des différences prononcées en formelles, des différences morphologiques dans leur structure et dans leur cendre, dans leur émail de cendre, en disent encore plus des différences chimiques de chaque espèce. Des organismes qui sont le produit de leur environnement d'une manière commerciale et plus ou moins naturelle. Il est possible de parler de cette œuvre de façon différente, chimique, esthétique, et dans son interaction entre l'humain et l'intervention. Et toutes ces manières s'influencent entre elles. Cool. Thank you. It's better like that? I was a bit ad-libbing a bit, but yeah. Okay, so the shapes of the branches are traces of growth of each species evolving under the specific conditions of chemical soil composition, water availability, and the presence of absence of wind. They are arms that reach from the nutritious earth towards the sun's light-giving rays. Human intervention also plays a large part in the appearance of the branches. La forme des branches sont les traces de leur vie, chaque espèce ayant évolué sous des conditions spécifiques de chimie du sol, de la présence ou non d'eau et de la présence ou non de vent. Ce sont des bras qui tendent du sol nutritif vers les rayons de vie du soleil. L'intervention humaine a aussi joué un grand rôle dans l'apparition de ces branches. So in the case of the pear branches that you see on the floor, they were cut from a 100-year-old orchard. And they've been cultivated and trained in a particular way to maximise commercial fruit yield. So the style of cutting is called open vase, where the pruning is done through the middle of the tree, and so that allows a bowl or a vase for sunlight to enter the inner bowl of the tree. The gnarly appearances of the pear branches is caused by the particular method of annual pruning of the long water shoots. These branches, having been pruned for so many years, have attained the look of old bones bulging at their ends. Dans le cas des branches de poirier, ceux-ci étaient des arbres qui ont été cultivés pendant une centaine d'années, et ont été taillés d'une certaine manière pour bien sûr avoir le nombre maximum de production. Ce style de taille s'appelle open vase. Peut-être que ça serait coupelle ouverte, je ne sais pas si c'est le même terme en viniculture. Et donc cette manière de taille laisse rentrer le soleil au maximum dans le bol intérieur de l'arbre. Donc voilà, bol. So the apple branches were planted in 1998.
you don't have to be so specific with dates. They were trained to be very straight, strong foundations of the inner tree, which is a grooming technique that gives them their name, central leaders. So I was able to obtain the foundation of this tree as a whole because the apple orchard was removed due to the lack of popularity of the fruits on supermarket shelves. Donc ici, nous avons des branches qui ont été amenées à pousser de manière très raide, ce qui a donné lieu à leur nom, Central Leaders. Donc, j'ai pu récolter ce bois parce que les fruits manquaient de popularité. And the river red gums, which is the eucalyptus branches, they were collected from the edge of the river. And they're called widow makers because they have a tendency to drop their branches, killing people in tents. Yeah. It's something that happens with eucalyptus trees because there's few speculated reasons, but we won't go into detail. Donc ici nous avons les eucalyptus, donc ils ont cette variété spécifique a aussi le nom de faiseur de veuve, car elle fait tomber ses branches comme ça, et qui souvent tue des campeurs. Okay. I'm going not to read it because it's a bit too much for everyone. Okay, so one of the interesting things that came out of this work was that the pear branches had a lot of copper oxide in the ash of the wood. Oh, I should explain. I have the ashes chemically tested at a lab for their metal content. So that way I can make a sort of a speculation of the colour in the glazes and then get the analytical measurements done at a lab and then not match them, but try and find correlations. And this is not like the science, this is speculative still. I'm still building a narrative around the information that I get. Donc je fais analyser la cendre en laboratoire pour avoir une idée de ce qu'elle contient et je tire de cela des idées, mais ce sont des spéculations et je suis en train de tirer des histoires par rapport à ces émaux. So the pear branches had a lot of copper oxide in them, and when I went back to the farms to ask why there would be a lot of copper, the orchard manager told me that up until the 70s they used to spray these trees with copper oxide in order to make the fruit go brown, because it's a French pear. It's the ones that you poach, the brown ones, and sometimes they don't brown in the winter, and so one of these processes was just to spray it directly onto the tree. This being a much older orchard, potentially is housing these kinds of anthropogenic influences. Donc j'ai noté la présence d'oxyde de cuivre et donc en faisant mes recherches, j'ai découvert que avant les années 70, on mettait du coup cet oxyde pour brunir les fruits. Puisque ces arbres sont très vieux, je peux en tirer donc des lectures comme ça. So while this may show an example of introduced chemical influences on the environment, it is also important to look at the ways in which humans physically reshape the landscape. Consumption driving human requirements for energy systems, hydropower and mining for electricity, navigable rivers for transportation of goods, arable farmlands for food production. For the River Seine, for example, the upstream reservoirs of the Seine, the Yonne, the Marne and the Orbe were built after the catastrophic floods of 1910, and locks and canals and dredging followed for economic venturing to the east. So the physical changes controlling the flow of water across bedrock
can manipulate the course of the river, which changes the weathering of the bedrock and in turn affects the sedimentary composition of the water. Bien que cela montre un exemple de l'introduction chimique par l'homme et son influence sur l'environnement, et c'est aussi important de regarder la manière physique dont les êtres humains changent le décor. La consommation dont les humains font, des systèmes d'énergie, de la puissance les carrières et la manière dont on manipule les eaux des rivières pour la transportation des choses. Par exemple, la Seine et ses réservoirs, l'Yonne, la Marne, l'Aube, ont été construits après l'inondation catastrophique de 1910. Et ensuite, les canaux et tout ça ont suivi. Et donc on peut voir que les changements physiques qui cherchent à contrôler le débit d'eau à travers le lit de pierre qui contient l'eau. Je connais pas le vocabulaire. Lit de rivière. Change à son tour la composition des sédiments dans l'eau et les changements dus aux saisons. Okay. Another work that I've done in the past was for the Sydney Biennale, and it's called Drowned River Valley, and it was based around Sydney Harbour. And for this work, I did do wood ash glazes, but I also did a salt glaze by harvesting salt water from the harbour and solar evaporating it for 1 year into salt crystal. Donc ici, nous avons du sel que j'ai fait évaporer pendant 1 an qui venait de Sydney. Don't worry, it's okay. So, in order to produce this work, I built a salt kiln on Cockatoo Island, which is the island in the middle of our harbour. And I asked the public to again be a part of the labour production, because I was trying to enact historical salt collectives which used to work on the Parramatta River during early colonialism of Sydney. Donc là encore une fois, j'ai demandé au public de venir m'aider pour cette pièce, parce que je voulais parler du fait que les gens dans cette partie de Sydney travaillaient le sel. So as the public arrived, the clay that I produced was regular bought clay, but added sandstone from a pulverized sandstone from the construction of a new building on the river. So it had something like 30% sandstone in it. And then they would come over a period of 1 month and produce just small little pinch pots, which would then go into the salt kiln and be glazed in the harvested salt from the river system. Donc j'ai pu prendre de la terre localement. On a rajouté du sandstone. Du grès? Okay. Et du coup, sur une période de 1 mois, les gens sont venus faire des pots en pincée. So at the end there was
576 pieces produced by the public. Au final, vous avez 576 pièces faites par le public. And the small salt glazed cups were accompanied by a collection of mangrove branches, cast mangrove branches that were also glazed in their own ash. And the mangrove branches were collected from the community, council regeneration program, trying to regenerate the banks of the river. Donc vous avez vu les moulages des mangroves et qui sont aussi émaillés avec leur propre sang. Donc elles viennent du travail de la mairie pour rénover ces arbres. There was also a wharf, so this was a timber wharf, casts of, also glazed in their own ash, from the island that I was working on. And the ash results for this showed a really high level of zinc and chromium and copper, which are three elements used in anti-foul paint and anti-corrosive paints. So from this information, I can speculate that the paints over 150 years of maintenance on the island were falling onto the wharf and retained in the wharf. Donc de ces bouts de... Donc j'ai vu dans ce bois qui venait d'une construction dans l'eau, je ne sais pas comment dire en français, j'ai vu des traces de cuivre, du zinc et du chrome. Et donc j'en ai déduit qu'avant ils avaient peint avec une peinture anti-vieillissement, And the final installation looked a bit like this. There was two iterations, one on the island and one in a gallery when it was all put up on the walls like so. Okay, got a little film break here in Tasmania. Ici nous sommes en Tasmanie. So last year I went to Tasmania for the Australian Ceramics Triennale, which is our major national conference for ceramics. And there I produced over 2 months, or 1 month, a work where I collected wood from inside a flooded forest. It was flooded to build a hydroelectric scheme. But the trees that were submerged underneath were left there for about 50 years until a company came along and started to re-harvest them out of the water. Donc, à l'occasion de la triennale de Tasmanie, tous les 3 ans en Tasmanie, j'ai du coup pu récupérer des bois qui étaient submergés dans l'eau quand ils ont sacrifié cette part de la terre pour faire ce barrage hydroélectrique. So I collaborated with the company to collect their milled offcuts of celery top pine and Tasmanian oak, which is also a type of eucalyptus, so a pine and a eucalyptus. Donc, du coup, c'était une
entreprise qui était en train de les repêcher, donc j'ai pu récupérer les petits bouts et tout ça. Et c'était un type d'eucalyptus et un type de pin aussi. And I went to the water and took out, just collected some driftwood from the edge of the river, some floating wood, to make an installation of of two different wood ash glazes: the celery top pine, the pine ash, and the eucalyptus ash, but on the same form. Donc là, nous avons les deux émaux différents du pin et de l'eucalyptus, mais sur la même forme. And so I thought this one was kind of interested me because you can't really see it from the image, but the pine ash glaze was like a pinky purple colour, like very pink actually. Ce qui m'a intéressé, c'était que les mailles à gauche, c'était du pain, étaient très rosé. So I started to look into what could make a pink glaze, purple glaze, of what were compared to the ash results from the lab, what were some interesting correlations. And there was very low iron in this wood, whereas there was a lot more manganese in the wood that could potentially then not be dominated by iron like most wood ash glazes are. There was also high potassium and low alumina, and when you have manganese, high potassium and low alumina, you can get a manganese purple glaze. Donc je me suis intéressée à comment cette coloration rose-violette a pu se faire, et donc j'ai vu qu'il y avait en fait des taux de fer plutôt bas et des taux de manganèse du coup qui pouvaient dominer un peu, et du coup c'était le fait que c'est un émail bas en alumine faisait aussi que ces couleurs pouvaient apparaître. So I started to research the site and different mines that were existing around the area, and any instances of like water toxicity. And there was an article in the newspaper from 2008 that had residents of a local town took the mining company upstream to court because they had 3 times the amount of standard levels of manganese in their groundwater. Donc en fait, j'ai commencé à faire des recherches par rapport à l'extraction de minerais, des carrières, et en fait, il y avait eu des procès par rapport à celle-ci, et donc il y avait des taux de manganèse 3 fois le taux accepté. So again, these are just drawing narratives around the results that I get. It's you could look at it as a way of the trees telling an alternative history or alternative narrative that we might not be aware of. Donc ce travail arrive à nous faire voir que les arbres sont en train de nous raconter des histoires sur ce qui s'est passé dans ces lieux, sont une manière de raconter des histoires dans ces lieux. So we'll just go back to China very quickly. So as I said, I went there to undertake a residency for Cosmopolis 1.5, and my studio was this ceramic toilet factory. And whilst I was there, I noticed that there was a lot of eucalyptus plantations around the tea plantations. Eucalyptus is an Australian species of eucalyptus. So I decided I would do 3 glazes. One was a green tea ash glaze, one was the eucalyptus, and the other was a bamboo. Donc ici en Chine, où il y avait tout
cette usine des cultivations de thé, j'ai aussi vu qu'il y avait des eucalyptus, donc ce qui m'a intéressée puisque c'est une espèce australienne. Et donc ces eucalyptus sont plantés le long des routes et des terres. Et donc j'ai décidé de faire des émaux avec celle-ci. So we're almost there. Thank you, everybody. So the reason that the eucalyptus were planted in the first place was to produce lumber and paper pulp. But they actually had a really terrible effect on the green tea plantations because they are such ferocious water consumers. They drink all the water and nutrients from out of the soil. And they actually also are able to release an acid that can break down silica and things like that they can induce. But they lower the pH of the soil, which means that it increases acidity, which allows things like alumina to be broken down. And when alumina is high present in excess, it becomes detrimental to the other plants that are around it, such as the green tea. Donc originellement, ces eucalyptus ont été plantés pour faire du papier, pour avoir du bois, mais en fait elles ont eu une très mauvaise influence sur la culture de thé. Elles ont la capacité de changer le pH du sol en la rendant plus acide. Et donc, et aussi, elles ont elles prennent énormément d'eau du sol aussi. Et donc, quand le sol est plus acide, il permet à l'alumine de devenir plus soluble. Et quand il y a ces ions d'alumine en excès, ça devient très mauvais pour les autres plantes des environs. Yeah. And the interesting thing was the green tea ash did show really high levels of alumina, so there's another correlation there. Ce qui est intéressant, c'est que les mailles de thé vert que j'ai fait étaient très riches en alumine du coup. So this was the red earth again, the red clay, and you can see in the foreground here of the plants, there's green tea, and the big trees in the background are the eucalyptus trees. Donc nous voyons ici les plantations de thé avec les eucalyptus en arrière-plan. So the research for the work in China, but just like this one for Seine River Basin, is still ongoing. After the experience in China, I'm particularly interested in the use of fertilizers and pesticides on Chinese green tea and in agricultural practice broadly. This would be what I also applied to my research into Seine River Basin. The different organic and inorganic fertilizers and pesticides contain varying levels of heavy metals, such as cadmium, cobalt, copper, iron, arsenic, chromium, lead, mercury, nickel, and vanadium. They're naturally occurring in the environment, but of course they remain in fertilizers when we use them on the propagation of food. So the abundance of these elements in soils can be unnaturally high in places of repetitive agricultural applications. Plants could intake this and rain washes this into waterways. Je continue donc ces recherches et que je continue de rechercher mon projet de Chine. Et à partir de cette recherche, j'aimerais aussi partir sur des interrogations sur l'utilisation de pesticides et de fertilisants, sur la production de thé vert et dans les travaux agricoles en général. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup avec mes recherches dans la Seine. Et je vais continuer d'explorer ceci.
So this was the Chinese green tea ash glaze. Ici, nous avons l'émail chinois de thé vert. That's the eucalyptus. Voici l'eucalyptus, And bamboo. le bambou, With no colour. sans couleur. Sans colorant. Yeah, just like sandpaper. Like there was so much silica in there or something that it didn't melt. C'est tellement riche en silice que c'est des rages. C'était non fondu. Okay, so the top of this is cut off, but this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 lab results of the works that I just showed you, starting from Open Bay Central Leader Widowmaker to Saint of the Basin. So it's not quite legible, but that's why we have art. Voilà. Avant, c'était les résultats en laboratoire. C'est difficile à faire une lecture. Du coup, heureusement que nous avons les œuvres d'art pour faire une autre lecture. And I've just broken it down here into the different types. But the thing is, you notice probably that they all look quite similar. It's difficult to see in a picture. But there is, I'm going to go from here so that you can read it as well. In Saint River Basin, there is a strong geological and hydrological correlation between each site and their glazes. So across the wall, you see a foundation of matte orange peach colour, which to observe could indicate the mingling of iron oxide and an opacifier, as it's very matte if you were to see it up close. As the waterway locations for the collection of the different woods are all within 50 kilometres of one another, they are linked through the geological bedrock of the Paris Basin and the sediments that are carried by the river system. There are, however, some subtle differences in the degrees of colour intensity and combinations that could tell you slight chemical narratives for each wood and each location. Dans le bassin de la Seine, il y a une forte corrélation entre la géologie et l'hydrologie, entre chaque lieu dont j'ai travaillé, et du coup leurs émaux. Le long du mur, vous voyez une abondance de mat pêche en couleur, orange pêche. Donc nous pouvons en déduire que ça pourrait montrer un taux de fer léger et avec un opacifiant très prévalent. Et puisque les lieux sont 50 km les uns des autres, ils sont reliés entre eux grâce au lit du bassin parisien, de la rivière, et des sédiments qui sont du coup distribués autour de systèmes de rivière. Il y a des nuances quand même subtiles avec la couleur, et ces combinaisons nous en disent sur leur individualité chimique. I'm still really at the beginning of the research, but a couple of notable things is that the ash results show higher levels of strontium in the St. Denis Canal woods, which is the innermost city location, and this is where the banks are actually made from concrete. And strontium is a chemical component of cement. And in a glaze, you can use it instead of lead, and it makes colours more vivid and more matte. And so actually, it's much brighter than the rest of the pieces. And in the Marne, there is a sort of bleeds of different greens and in the Seine, there's a sort of a bluey purpley tinge to the orange.
j'ai remarqué des différences. Le bois provenant de Saint-Denis était riche en strontium, enfin il y avait la présence de strontium, c'est ça quoi. Du coup qui peut être utilisé au lieu de qui passe plomb, voilà, plomb. Au lieu du plomb qui est un agent de coloration. Voilà, exemple. One thing I will just go back to is that there's a lot. Same River Basin has more calcium than any other wood ash glaze I have done, and we'll go for it. Yeah. So this could strongly relate to the layers of strata that form the deep geological time of Paris. Calcium sulfate hemihydroxide is plaster of Paris, which we use for making mold. And Paris stone, Lutetian limestone, is the architectural bedrock of the buildings and the monuments that characterise the city of Paris. Lutetian limestone was dug from the city and alkaline quarries, and it formed as far back as 45 million years from the calcium-rich shells and skeletal deposits of ancient marine creatures. So, these high levels of calcium leached by the trees over their lifetime could be the factor that results in the marked opacity of all of the colour, all of the glazes that you see on the wall. Donc l'opacité des émaux que nous voyons là sont sûrement dues au passé géologique du bassin parisien. Donc comme on connaît le plâtre de Paris, la pierre de Paris, et donc c'est une mot très riche en calcium. Okay, so I'll just finish it off here. So while Seine River Basin is finished as a display of objects, it is not finished for me. There's a lot of research to do. It's a trajectory for me to continue investigating and look more deeply into the glazes, the ash analysis, and the human histories and the geological histories of the Seine River Basin, to explore all these possible narratives. The reproduction of the original form of branches, it points towards itself in a way that we're familiar with by looking at the form, but by looking at the trees themselves. But in the glaze, this reveals more about the trees than we can see with our own eyes. The symmetrical repetition gives the feeling of looking at the reflection of trees on a body of water, as the glaze reflects the memories of the trees and of the specific combination of human and environmental conditions that have nourished it over its lifetime. Donc cette œuvre-là est finie, mais je continue d'investiguer et de regarder profondément dans ces émaux, dans l'analyse de cendres et des histoires humaines du bassin de la rivière de la Seine, et en explorant ces possibilités de narration. La reproduction de la forme originelle des branches se montre dans une manière dont nous sommes tous familiers en regardant les arbres eux-mêmes, mais les émaux en disent encore plus sur les arbres que ce que nous pouvons percevoir avec nos propres yeux. La composition symétrique et répétitive nous donne l'impression de regarder les arbres se réfléchir dans l'eau, et elle reflète aussi cette mémoire des arbres et la combinaison spécifique de l'être humain et son environnement qui l'ont nourri tout au long de sa vie. Thank you all so much, but thank you.
Merci infiniment Yasmin pour nous avoir parlé assez longuement de ce travail que je trouve tout à fait passionnant et qui reflète tellement les problématiques actuelles. Merci infiniment Estelle pour ce travail diabolique qu'on vous a remis entre les mains. Non, on aurait vraiment pu faire mieux et sans vous, c'était mission impossible. Donc merci beaucoup pour votre contribution. Alors moi je trouve effectivement épatant, je vais vous laisser aussi intervenir, mais je vous donne simplement mon premier ressenti, c'est qu'effectivement on a l'impression de pouvoir lire ce qui nous a été dit selon des strates vraiment différentes. Hein. Il y a aussi une strate temporelle qui me paraît tout à fait intéressante, c'est à la fois un témoignage direct d'un paysage donné qu'on analyse quasiment en temps réel, mais finalement qui bien souvent nous projette aussi dans une histoire, dans une durée, et surtout ce qui est intéressant aussi, et là on est finalement beaucoup plus dans une question prospective, c'est de voir effectivement de quelle manière l'homme interagit avec cet espace et peut, soit chimiquement, soit en plantant, soit en faisant le choix de certaines cultures, complètement modifier effectivement un écosystème et qui s'en ressent. Et ce que j'ai évidemment bien aimé, puisque je suis plus historienne de l'art que ingénieure, eh bien c'est effectivement ce côté de lecture immédiate par l'art. Et donc moi j'avais surtout aussi une question à poser à Yasmin qui était de quelle manière vous collaborez ou non justement avec des équipes scientifiques. Est-ce que c'est vraiment une interaction étroite ou est-ce que vous soumettez simplement vos prélèvements à analyse et puis ensuite, ou est-ce que effectivement vous travaillez de manière assez collaborative avec des équipes scientifiques? Non, de savoir si elle procède à l'habitude de travailler avec des équipes scientifiques, est-ce que ça fait partie des grandes démarches? So you are often working with scientific people to find the information you need to make it work. Is that a habit? Like, I mean, is that something you continue to do? Yes, oui. Yes, I have. Yeah, I really enjoy the mixing point of the two, and I'm growing as I make every work. And there's a sort of, I don't want it to be over-validated by science either. I don't want it to be lost if it's become too analytical. But in order to, often, in order to even just collect the wood that I need, it's a matter of collaborating with scientists. I'd like to take the archive of ash results and my glaze results and do a larger project of analysing all of those things in collaboration with the scientists, biologists and chemists. Donc j'aime beaucoup ce lieu de rencontre de ces manières de voir les choses scientifiques et artistiques. Sans vouloir trop chercher à valider mes recherches d'une manière scientifique, je veux continuer. J'ai souvent même besoin de cette collaboration, même au moment de récolte. Et j'aimerais procéder à générer une archive d'informations. Donc oui, je vais continuer cette manière-là. Alors moi j'aime bien aussi la manière dont on peut pratiquer la céramique aujourd'hui, hein, un peu vraiment en globe-trotteur, et puis trouver aussi des lieux d'exposition, donc il y a cette itinérance, et puis ce message qui est proche aussi de ce qu'on peut assimiler à des lanceurs d'alerte d'une certaine manière, et je trouve ça aussi tout à fait palpitant. Je cède la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions sur les pratiques, sur les émaux? Bonsoir. Moi, je me demandais justement, vous venez de parler d'archives et je me demandais à quel point vous intégriez votre processus de travail, de recherche quasi scientifique justement, et quel statut vous accorderiez aux documents qui servent à faire vos travaux. Je pense notamment, vous vous intégrez plus ou moins dans
justement la question du document, de la documentation d'un travail comme faisant partie intégrante de l'œuvre. C'est quelque chose qui peut se poser. Et là, vous me parlez d'archives, du coup, je me demandais à quel point comment vous accordez toute la documentation pour faire vos œuvres dans votre travail artistique. Yeah, I was just wondering, because you just talked about archiving your research. How do you see all the process, all the documentation of your work, which is a side but completely part of it? Yeah. So, but you're not showing it Sure. Yeah. as some land art artists did in the Yeah. past, but the document of the work is part of it, and as your work is so like ethnologue, or it's even scientific in a way, because you have all this protocol, blah, blah. Yeah, So yeah. I was just wondering, how do you see that? Yeah, totally. Good, great question. Thank you, really good question. I think, you know, when I present the visual work at an exhibition, I want it to be appreciated visually. Before there's a huge amount of information thrown at the reader. But without that information, you know, it's a very specific type of information that maybe only ceramicists would know anyway. So it has to be able to be appreciated just for what it is without any of that visually, I think. One day I'd like to write a book, which will have everything in it. Until then, I'm not sure. I mean, you know, there's no really right way of going about it. I wouldn't want it to have too much, too analytical, as I was talking about before, just to be too analytical. Yeah, I don't know. It's good to know. Yeah. We need it. C'est important pour moi que l'œuvre soit appréciable de manière visuelle sans assaillir le public d'informations, mais ces informations-là sont très importantes et j'aimerais par la suite les exploiter dans un livre que j'aimerais bien faire, et donc c'est... Actually, there is sometimes when I do the work of the like the participation from the public, this actually often is a really great way of talking to people and getting quite a complex idea across to people. I mean, it's not everybody, but it's who's there at the time. So that works too. Lorsque j'invite le public à participer, c'est un très bon moment de leur expliquer du coup mes recherches, et donc ça c'est un bon moment pour faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Simple question, simple question. Yeah. Why have you chosen our country for your work? Your country? Okay. Merci. Simple answer. I was invited. I met the curator of Cosmopolis in Sydney when I was doing the Sydney Biennale, and I was doing that full month of public participation, which meant that I was physically at the exhibition for the first month. And you know, it was by chance really to have run into that person and for them to have invited me to come to France to do this. But I was, you know, it's an incredible experience because it's the first time I've done this in Europe, and most of my work has been based in Australia,
And then it's just through this connection that it took me to China and now here. So it's incredible to be expanding, you know, taking my methodology into a new environment. Donc j'ai été invitée à venir en France et c'est un grand moment pour moi parce que c'est la première fois que je suis en Europe et que j'applique ma méthodologie de recherche ici et c'est par cette rencontre que j'ai pu aller en Chine aussi et donc c'est un grand moment. Bon, il va de soi qu'on aimerait bien l'inviter à Saint-Amand, hein. Mais bon, voilà, on va essayer de trouver les fonds. I was really interested by the cover on the fruit trees, and something came to my mind about the hair. When you can analyze your hair and tell which year you were exposed to type of element, and the next year type of element or ate something. And I was wondering if it could be possible to retrace the history of one tree and tell what type of element you had been exposed to, when, and yeah, it could be. But I have no idea how to do that. But yes, I'm sure. Yeah. could be really interesting. Yeah, definitely. When it induced, I mean, that's why I guess we couple oral history as well. You know, sometimes science isn't enough. You need sociology. You need to talk to people and hear stories, and the two things together create anthropology or something, you know, like that. So it's, yeah, I'm not sure. Je vais peut-être traduire. Ma question, ça portait sur les arbres fruitiers qui avaient été exposés au cuivre. Et donc, je me demandais si vous pouvez retracer l'histoire d'un seul arbre, parce que les arbres fruitiers avaient été exposés au cuivre à un moment donné, et du coup, je me demandais si vous ne pouvez pas faire un émail des années suivantes, et puis des années suivantes, et puis en fait, en fin de compte, avoir une histoire du même arbre. Well, is there any other questions? Oh. Ah bon, pardon. I was wondering if you used the same clay for all of the branches, and if you did, where did you collect it, or did you buy it? Yeah, the clay is all Limoges stoneware. Yeah. Collect from No. area. No. I didn't really have enough time to make to collect it, process, make it, test it, you know. And also, I like to keep the clay as white, as white as possible. No, it's white stoneware. To have less interference with the colour of the glaze. Yeah. And it's a really amazing stoneware. It's better than anything we have in Australia. Donc j'ai utilisé du grès blanc à la fois parce que je n'avais pas le temps de récolter moi-même une pâte et la tester et tout ça. Et aussi elle n'interagit pas trop avec les émaux. Enfin, ce grès blanc. Voilà. You briefly talked about pesticides at some point. Do you foresee any developments in this field, this subject? Yes, I mean, the copper oxide that is used in fungicidal sprays is, I think, something that could be retained in domestic trees. Like with the pear that was from Shepperton, it had high amounts of copper oxide in the ash. If that's from the pesticides, the fungicide, or this
100 years of spraying it with copper oxide. You don't know. But I do foresee that will be a part of my research, particularly into the work from China and this one. On ne peut pas toujours savoir exactement quel usage a fait qu'il y ait des présences d'oxyde de cuivre, sulfate de cuivre, mais j'aimerais continuer cette recherche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je voulais juste finir sur un autre exemple. Peut-être que vous connaissez le travail d'Anaïs Tonder aussi, qui a été mené dans le bassin parisien sur les odeurs, avec une expérience qui s'appelait Pétricor, et qui consistait à prélever justement des terres sur tout le pourtour de la ceinture parisienne et de donner à sentir cette terre dans des petites fioles qui s'apparentent complètement à celles du parfumeur, et on était donc invités à humer ces différentes terres de Paris. Et tout ceci avait été aussi mené en collaboration avec des équipes scientifiques. Mais voilà, ça me fait penser à ce genre de projet qui tend effectivement à se multiplier, et à se développer. Et je trouve qu'effectivement, il y a énormément de veines et d'axes, de points de vue multiples. Et puis, quand même, cette itinérance aussi qui est absolument agréable. Voilà, et bien écoutez, je remercie à nouveau énormément Yasmin Smith d'être venue partager sa connaissance et son travail avec nous. Et merci beaucoup pour la traduction. Merci.